Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Araka est la 135e, avec à la régie notre camarade Piquécou. Bonjour. À ma gauche, notre camarade Jean, qui est vous savez, celui qui nous raconte des belles histoires d'art et d'artistes, mais qui aujourd'hui va être moins disert. Salut à tous. Pour l'artiste dans la société, mais où est-il donc, ce gland? L'artiste en dehors de celle-ci, ça, là par contre, on sait où il est. L'artiste et l'engagement politique, eh bien, dans ces temps d'effervescence cocardière, on s'en bat un peu. L'artiste et la religion, mais oui, il y a toujours des accros du petit bon Dieu. L'artiste et la science, quoi donc que ça peut bien être. L'artiste et l'autorité, et là, on sait où on met les pieds. Vous savez, la haute opinion qu'on a de l'autorité, mon Jean. Absolument. Nous sommes donc le 10 janvier 2012 et tout de suite une petite zik avant que Jean vous présente ce qui va suivre et qui concerne notre camarade artiste Gérard Garouste. C'était Jacqueline François qui interprétait Chien perdu sans collier. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération. Donc
venez d'entendre la voix charmeuse qui nous berce pendant 1h30. Et tout de suite, mon Jean, qui va vous présenter l'objet de cette émission. Oui, l'objet de cette émission. Alors, en mai 2010, nos auditeurs les plus fidèles, on en a, Oui. Rassure-moi, Oui, sûrement. s'en souviennent peut-être, nous vous avions lu un extrait de L'Intranquille, publié en 2009 par les éditions de l'Iconoclaste, un récit du peintre Gérard Garouste mis en forme ou en livre, comme on veut, par la journaliste Judith Pérignon, et sous-titré « Autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou ». Alors, on va pas revenir sur ce livre aujourd'hui, il nous a bouleversés tous les trois, mais à des degrés divers, évidemment. Pourquoi les artistes, un petit peu le cri de ce bouquin, pourquoi les artistes n'auraient-ils pas droit au bonheur, à l'équilibre, tout simplement? Voilà, Gérard Garouste est né en 1946. En 1991, il a fondé avec des éducateurs en milieu rural l'association La Source, qui utilise l'art, l'action sociale et l'éducation pour proposer à des jeunes d'explorer et de développer leur potentiel créatif, non dans le but d'en faire des artistes professionnels, il est très précis là-dessus, mais tout simplement des êtres de désir. Installé depuis 1994, je crois, à la Guéroulde dans l'Eure, mais également depuis 2002 à Villarceau dans le Val d'Oise, l'association met en fait à la disposition des enfants et adolescents un panel complet d'ateliers d'art plastique et visuel animés par des artistes confirmés. Peinture, sculpture, gravure, photo, vidéo, écriture. De même qu'un studio consacré aux arts de la scène, les jeunes ont ainsi accès à toutes les disciplines pour libérer leur sensibilité, leur imaginaire, leur intelligence. Voilà. Alors le 5 décembre 2011, c'est assez récent, Gérard Garouste nous a reçus chez lui à Paris et c'est cet entretien singulier, je vais dire, que nous allons diffuser en cette matinée. À toi, Piquet-Coup. On anime une émission hebdomadaire qui s'appelle Art Racaille. C'est tous les mardis matins, normalement en direct, mais pendant 1h30. Oui. Elle est dédiée aux plasticiens. Oui. Donc en fait, vous ne le savez pas, mais vous êtes un familier de cette émission, puisqu'on a déjà, au moment de la sortie de L'Intranquille, ou un peu après, parce que nous, je crois que c'est en 2010 qu'on a fait cette émission. C'était dans début 2010, je crois. Donc on a articulé une émission autour de L'Intranquille, parce que la lecture nous avait un peu remué. Donc on avait lu une partie un extrait du livre. On avait aussi parlé de vous dans cette émission, et puis un peu du Don Quichotte aussi. Ouais, surtout du Don Quichotte. Surtout du Don Quichotte, oui. Oui, parce que Jean est fan. J'étais fan de Don Quichotte. Ouais. Le libraire m'avait fait une proposition qu'à l'époque de la sortie du livre, j'aurais dû accepter, mais j'avais quelques difficultés. Oui. Vous savez qu'il va sortir là prochainement dans une édition moins luxueuse, avec donc toujours chez Diane de Cellier, mais avec une édition qui est, je sais pas comment elle appelle cette édition, mais avec dans quelque chose de plus abordable. Je vous dis ça comme ça. C'est les mêmes planches. Donc la bonne nouvelle, c'est la réédition du Don Quichotte. Du Don Quichotte, absolument. À un prix plus abordable, on va dire. Oui, absolument. Oui. Je ne sais pas à quel prix, mais enfin, vous pouvez vous adresser à Diane de Cellier. Justement, elle réédite toute sa collection en prix. C'est plus un coffret, c'est évidemment de livres d'art, avec tout. Il y a toutes les mêmes planches. Moi, il y a une réduction de mes planches, en tous les cas, et ça me va tout à fait, parce que c'est très bien, c'est aussi bien fait que la première fois. On voit, si on ne connaît pas, la réduction est à peine, en fait. Donc, non, c'est bien. Voilà. Très bien. Et puis, on voulait vous parler de La Source. Oui. Comme on a fait une émission la dernière fois, donc en 2010, c'était plus autour de vous. Là, on aimerait vous faire parler un petit peu sur La Source. Oui. À la fin de L'Intranquille, vous racontez un petit peu quel drame, on va dire, personnel a été à la base. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en même temps, c'est peut-être le moment du livre où vous êtes le plus pudique. Oui, un peu par respect pour les enfants d'ailleurs, parce que
c'est toujours délicat, parce que là, dans le livre, je parlais de personnes qu'on peut reconnaître, les familles, les familles d'accueil peuvent se reconnaître, puisque je parle du village de Bourgogne, etc. Donc, je voulais pas être trop précis, d'autant plus que cette histoire finit très très mal, puisque ce fameux Christian, que moi j'avais connu tout petit, je l'ai connu tout petit, j'ai connu son drame, quand il avait 7-8 ans, rien qu'en prononçant le mot maman, il se mettait à pleurer. Et quand je me suis installé en Normandie et que j'avais un grand atelier, qu'il me fallait un assistant, il y avait de la place, j'ai tout de suite pensé à lui. J'ai fait des recherches et déjà c'était pas difficile de le retrouver, il était en prison. Et donc ça, il faut reconnaître que avec son avocat d'office, il suffit de prendre la responsabilité, de dire écoutez, j'assume la responsabilité de la sortie, et la justice est trop pressée, est trop contente de faire sortir un gamin comme ça de prison pour le rendre, essayer de le remettre dans la vie civile. Et moi je l'avais quitté, c'était un gamin, et je retrouve un colosse. Il va le faire impressionnant. Et alors, non seulement c'était un colosse, mais en plus c'était un cow-boy. C'est-à-dire que quand il est donc arrivé en Normandie, il fallait qu'il soit le chef du district, quoi. Bon, donc il s'est cassé la figure avec tous les jeunes du pays, dans un premier temps, pour montrer que c'était bien le chef. Et d'ailleurs, c'est vrai, il l'était assez rapidement. Dans un deuxième temps, il y a eu tous les loupards qui se sont installés chez lui, enfin, parce qu'il avait la maison des gardiens. Et puis il y avait ce qui vient que les flics sont arrivés chez moi en me disant écoutez, nous, ce qu'on voulait, c'est savoir où étaient où sont tous les voyous de Normandie. Ils sont chez vous, nous, on est contents, on sait où ils sont. Mais il y a un avantage, c'est que vous serez les dernières personnes à avoir des casses chez vous. Ça, à ce niveau-là, vous êtes tranquille. Mais nous, je voulais vous dire que nous, on savait qu'ils sont... Donc, finalement, entre Christian et moi, je savais plus qui vraiment était le gardien de l'autre. Enfin, bon, c'était pas évident. Mais enfin, ça a été assez formidable comme expérience, en dehors du fait qu'il voulait se casser la figure avec moi. Je lui ai dit, écoute, non, Christian, on va pas se battre. C'est pas le propos. C'était un petit peu, mais il était adorable en même temps. Et puis, j'avais des rapports avec lui assez complices comme ça. Et puis c'est quelqu'un qui n'avait pas eu de père, donc tout d'un coup je faisais une espèce de père, de repère peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai des bons souvenirs avec lui, mais il est resté quelques années, et comme je le dis dans le livre, un jour il m'a dit il faut que je reparte parce que je vais faire des conneries, je sens que je vais faire des conneries, et puis ça manque de meufs. Moi, il me faut des meufs, il n'y en a pas assez ici. un discours assez spécial. Je lui ai dit, écoute, si tu pars, pars, mais pars loin, ne retourne pas à mon bar, parce que si tu retournes à mon bar, tu vas refaire des conneries. Et voilà, puisque tu pars, je te fais ton dernier chèque avec tes indemnités, etc. Ça fait ça. Et pars loin. Fais un aller simple pour l'Inde, par exemple, tu vas voir des belles choses, et puis on verra si tu reviens, mais il vaut mieux aller au bout du globe que de retourner à mon bar. Malheureusement, il m'a pas écouté. Quelques mois après, j'ai reçu une lettre comme quoi il était heureux. C'est ça qui était étrange, d'être en prison, qu'il était revenu en prison. Et il me disait dans sa lettre, étrangement, qu'il était bien en prison. Mais c'est quelqu'un qui avait une énergie incroyable et qui avait besoin d'être enfermé dans quelque chose qu'il retenait, quoi. C'était très bien canalisé comme ça. Donc il était en prison. Après, je sais qu'il a eu une femme comme ça, il a eu des enfants. Et donc cette femme a essayé de l'encadrer, mais puis un jour j'ai appris tout à fait par hasard, pas par hasard, mais un jour je faisais une pièce de théâtre, je jouais une pièce au théâtre du Rond-Point d'Angers, je jouais un rôle classique indien. Et puis il y a un jeune qui était un enfant d'assistance publique que j'avais aussi connu gamin et qui avait entendu parler de cette pièce de théâtre et qui est venu me voir en me disant tu te souviens de moi, et on parle un peu, et puis il me dit tu sais, il y a Christian qui est mort.
Et c'est comme ça que j'ai appris. Et donc, je me suis renseigné. Et mon fils Olivier, qui gardait des contacts avec la Bourgogne, m'a confirmé qu'il était mort d'une overdose. Mais d'une overdose, c'est même pas de l'héroïne, quoi. C'est du triclo, c'est des trucs, des produits idiots, quoi, des produits. Enfin, il est mort d'une overdose. Donc voilà l'histoire de Christian, et ça, en effet, toute cette histoire-là, j'ai pas fait la source par rapport à Christian, mais c'est très parallèle finalement. Moi, j'ai fait la source surtout que quand je me suis retrouvé en Normandie, j'ai retrouvé à travers là encore, c'est d'une manière par hasard, c'est une famille comme ça qui était dans une gare désaffectée. Et quand j'ai retrouvé ces regards d'enfants que je connaissais bien pour les avoir vus de près, comme camarades de classe en Bourgogne, parce que vous savez, à l'époque, d'ailleurs c'est toujours comme ça, mais en Bourgogne, dans le petit village dans lequel j'étais, je crois que c'est comme ça un peu dans toute la France, les familles prenaient systématiquement des enfants, on disait à l'époque, de l'assistance publique. Donc ces enfants, j'ai été à l'école avec eux, mais une fois adulte, retrouvant un petit peu les mêmes visages, je me suis dit tiens, maintenant il serait peut-être temps de faire quelque chose. Et puis c'était une époque où le Premier ministre, le conseiller du Premier ministre qui était Michel Rocard, j'avais une commande du Premier ministre qui était de faire une gravure pour une carte de vœux de fin d'année. Alors moi aussi, des vœux, j'en avais à faire aussi. Et après avoir discuté de ce que je viens de vous raconter avec lui, et retrouvant la même situation dans mon village de Normandie, je lui ai dit peut-être qu'il est temps de faire quelque chose, parce que peindre dans l'atelier c'est bien joli, mais il y a peut-être mieux à faire aussi. Et donc, il m'a mis en contact avec son chef de cabinet. Très rapidement, il en sortait l'idée que pour être efficace, il fallait créer une association où il n'y avait pas beaucoup de solutions, d'autres solutions. Donc, en fait, l'éducateur qui s'occupait de cette famille dans la gare de Marseille, dans cette gare désaffectée, dans cette gare abandonnée où il y avait pas de carreaux, en plein hiver, il n'y avait pas de carreaux aux fenêtres, la mère était alcoolique, le compagnon était en prison parce qu'il y avait eu viol de la petite fille, etc. Tout ça était très très désespérant. Moi j'étais prêt à disputer l'éducateur qui fait ce boulot. Je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de dire, écoutez, vous faites pas votre boulot. Il m'a dit, je fais pas mon boulot, mais moi des familles comme ça, j'en ai une quarantaine. Si vous semblez avoir des bonnes solutions, venez avec moi, je vous fais passer pour mon assistant, puis après vous me direz ce qu'il faut faire. Je l'ai pris au mot et je me suis fait passer pour son assistant, et je l'ai suivi. Et là, je peux vous dire que j'ai pas vu des choses tristes en fait. Et en fait, on s'aperçoit que de commune en commune, que ce soit une commune de droite ou une commune de gauche, de toute façon, il y a un échec social absolument extraordinaire. Et c'est après cette histoire-là où, avec cet éducateur, on a réfléchi un petit peu tous les deux. Lui, en tant que professionnel dans le social, et moi en tant que professionnel du côté des arts plastiques, je lui ai dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et là, conseillé par comment il s'appelle à chaque fois par le conseiller du Premier ministre qui s'appelle Pierre Encrevé, Pierre Encrevé, qui était un spécialiste de soulage, qui était en même temps le conseiller du Premier ministre. On a travaillé avec lui, et d'ailleurs lui-même par la suite il est devenu il est rentré dans le conseil d'administration de la Source, et donc il nous a donné toutes les combines pour créer une association dans les règles, c'est-à-dire faire une analyse un peu de la situation dans notre département. Notre projet était avant tout rural, et donc on a fait ce projet, on s'est entouré comme il fallait le faire, on a créé un conseil d'administration qui était très costaud, et puis voilà, et puis ça fait 20 ans qu'on travaille dans cette aventure. Alors évidemment, on a commencé par les arts plastiques, parce que c'était le domaine que je commençais, puis je me suis fait parrainer
par les meilleurs artistes, parce que l'idée c'est que, pour moi, l'idée par rapport à ces enfants, je voulais pas travailler avec des profs ou des choses comme ça. Là, le social, il était assumé par l'éducateur. Moi, je voulais arriver comme un parrainage avec les meilleurs artistes que l'on a en France, comme je les connaissais, que ce soit Buren, Boltanski, et donc évidemment ça a été fort comme démarrage. Il y avait César à l'époque qui était parmi nous. Donc vraiment ça a été un très beau vernissage. Buren a fait une installation qui est encore pérenne. Enfin donc de tout ça, ça a été donc il y a une exposition d'artistes. Et puis les choses avec les années ont évolué et on peut dire que maintenant toutes les disciplines d'art ont été maintenant on a un théâtre, donc l'art vivant est en place, l'horticulture, la cuisine, à chaque fois on prend un chef cuisinier important comme Gérard Vier, et dans toutes les disciplines, toujours pour monter en puissance, maintenant que notre association, qui est encore une fois, qui est partie sur un plan rural, on a travaillé avec des associations qui étaient plus spécialisées sur les banlieues. Je pense à Culture et Diversité, qui donc des enfants des banlieues sont venus à la source. Et puis maintenant, on essaye de se développer sur un plan national. Et pour cela, là aussi, toujours pour être porté par les artistes, parce que c'est pas un projet culturel, c'est un projet social. C'est-à-dire, l'art est un outil qui sert le social. Nathalie Baye est devenue notre ambassadrice. Ça nous ouvre des portes, puis voilà, puis les choses évoluent. Oui, vous précisez bien que c'est pour favoriser un épanouissement qui ne va pas forcément déboucher sur des enfants artistes, mais enfin qui deviendront des artistes, mais des êtres de désir. Hein, ça, exactement, exactement. C'est ça le but principal. Alors après, c'est ça qui, après qui fasse. Nous, si on a réussi à combler ce manque d'éducation que l'on retrouve normalement dans chaque famille, dans une famille classique, on apprend à bien manger, on apprend à cuisiner, on apprend à faire le ménage, on apprend à aller dans les musées, à vivre tout ce qui peut épanouir un enfant. Ben voilà. Mais nous, c'est par d'ailleurs, on travaille vraiment avec l'école, la famille, on est le lien comme ça, et on n'est pas ce qui nous intéresse, c'est cas par cas. Oui, c'est pas d'avoir une classe d'enfants. Ça, l'éducation nationale fait son travail. Vous le faites pas, c'est une autre histoire. Mais nous, on n'est pas une école. On est pour recréer du lien entre un adulte et un enfant. Alors évidemment, un lien, un artiste et un enfant, c'est fait pour. Ils ont des choses à se raconter. Écrit ce soir comme chaque année, j'ai mis mes souliers dans la cheminée. Pourtant tu seras surpris, cher Noël, en lisant ma lettre au fond de ton ciel. Car je ne veux pas de livres d'images, ni de grands pantins, ni de gros tambours. C'est beau les joujoux, et je suis bien sage, mais je n'en veux pas, mon cœur est si lourd. Pour jouer, j'ai bien trop de peine. Chaque jour, je pleure tout bas. Car depuis plus d'une semaine, petit père est parti là-bas. Maman est triste et par la peine. Pourquoi donc, moi je ne sais pas. Tu peux tout, dis-lui qu'il revienne. Petit Noël.
petit père un soir était en colère. Maman lui parlait d'un ton de prière. Il n'écoutait rien, puis il est parti. Pour le retenir, j'étais trop petit. Maintenant maman sans cesse soupire. Tout est devenu si triste chez nous. Je ne chante plus, je ne peux plus rire. Et je n'aime plus sortir mes joujoux. Pour jouer, j'ai bien trop de peine. Chaque jour je pleure tout bas. Oh, que la maison serait pleine si mon petit père était là. J'appuierais ma joue à la sienne. Maman nous prendrait dans ses bras. Tu peux tout, dis-lui qu'il revienne. Petit Noël, rends-moi mon papa. C'est Bert Silva qui interprétait Rends-moi mon papa. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 135e, et tout de suite la suite de l'entretien avec Gérard Garouste. Quand vous écrivez dans votre livre que maintenant vous voudriez faire de la peinture que les enfants comprennent ou aiment, etc. Il y a vers la fin de votre ouvrage, vous parlez d'un changement dans votre... Oui, non, mais ça, c'était parce que c'est un petit peu différent. Ça n'a pas de lien avec... Non, ça n'a pas de lien. Je vais répondre plus précisément. Mais dans le livre, ce que je veux dire, c'est que par rapport à mes dernières expositions qui étaient assez sombres, assez dures... On a vu la dernière. La dernière, là, l'idée, c'est que je souhaiterais que plus le temps passe, que mes tableaux soient plus gais, plus ludiques, simplement. Et d'ailleurs, depuis que je fais des expositions, j'ai toujours mes expositions se suffisent à elles-mêmes dans leur sujet. Et parallèlement, et moi j'ai toujours aidé la source dans mes possibilités, pour des contacts, pour trouver de l'argent. Mais mon travail ne s'est jamais confondu. Faust et la source, c'est deux choses différentes. Et là, pour la première fois, j'envisage que j'aimerais bien, c'est encore du côté de conditionnel, parce que je suis en train de travailler sur le projet, mais j'aimerais beaucoup que ma prochaine exposition, mon activité de peintre soit très liée à la source, là, tout d'un coup, et que je fasse un atelier à la source qui soit le même sujet que mon sujet de peinture. Et c'est pour ça que je voudrais partir sur des contes de fées, des contes étranges, peut-être les mélanger. Ça va de Pinocchio en passant par les contes de Grimm, en passant par des contes russes. Il y a des contes kabbalistes aussi de Rabbi Nachman de Braslav que j'aime beaucoup. Il y a peut-être des choses à faire. Enfin, vous voyez, entre le monde de l'enfance et le monde de Lewis Carroll, est-ce que Lewis Carroll s'adresse vraiment à des enfants ou à des adultes? Vous voyez, c'est un peu cet univers-là, et j'aimerais en tous les cas faire une aventure avec les enfants, puisque maintenant on a un vrai théâtre, un théâtre qui peut recevoir un public dans les normes de sécurité, enfin un public officiel, je dirais. Et puis le théâtre est dirigé par un metteur en scène, Patrick Pinault, qui a eu beaucoup de succès là au Théâtre d'Avignon, qui a ce spectacle qui s'appelait Le Suicidé. Et bien avec Patrick Pinault, on pourrait faire un spectacle à la source qui soit le sujet de mes tableaux. Enfin, vous voyez, tout ça se confondrait, et j'aimerais beaucoup ça. Lui ferait la mise en scène avec un spectacle, et il y aurait et moi je ferais écouter. Enfin, j'ai fait les premiers ateliers de la source il y a une vingtaine d'années pour lancer la source, mais après j'ai jamais retravaillé avec les enfants parce que j'étais plus disponible pour la source à trouver de l'argent dans tel ministère, dans telle ville, telle organisation.
Mais là, j'ai vraiment, ça me ferait très plaisir. Pour moi, faire un atelier à la source avec les enfants, c'est plutôt une récompense. Mais c'est peut-être pas là où la source a le plus besoin de moi. Des artistes qui font des ateliers, il y en a plein des artistes. Oui, mais c'est les artistes qui font les ateliers, ça s'appelle pas Garouste. Et ils ont pas. Non, parce que il y a quand même un fil dans votre vie avec ce rapport à l'enfance. Qui est lié aussi un peu à votre enfance. Oui. Donc, je trouve que c'est de poursuivre en vous impliquant comme artiste, mais auprès des enfants, sans l'intermédiaire d'intervenants autres que vous. Je trouve que c'est quelque chose d'une idée, pour moi, je vais pas pleurer. Non, commence pas. Et qui, pour moi, est assez... ça donne un peu la chair de poule, quoi. Il y a une rencontre, là, presque inévitable quand on regarde votre parcours. Oui, c'est vrai que ça fait très plaisir d'être dans la même embarcation que les enfants, quoi, finalement, et de pas partir sans eux, quoi. Il y a un peu ça. Oui, c'est ce que j'ai cru sentir quand effectivement à la fin de votre livre vous évoquez justement ce rapprochement, enfin ce désir de peindre différemment. Vous savez, la peinture c'est très ça a du charme qu'elle soit fermée sur elle-même, c'est intéressant. Dans un atelier, moi quand je peins, je suis enfermé entre quatre murs dans mon atelier. Si je me suis éloigné de Paris, c'est pour être encore plus dans l'intimité de l'atelier, etc. Alors c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir sortir. Un atelier, ça peut être considéré comme un laboratoire, mais le laboratoire, c'est fait pour sortir, pour que les produits sortent du laboratoire. Si ça reste en jeu d'éprouvettes dans le laboratoire, c'est un peu stérile. Donc pour moi, la peinture, je la vois comme ça, c'est que pour que la peinture ne soit pas stérile, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il faut que ça sorte. Ça peut être une œuvre, il y a des artistes qui font une œuvre dont le sujet, je sais pas, chacun. Mais moi, je ne crois pas trop dans l'efficacité justement de ce jeu social. Je crois plus à l'engagement de ma propre personne, quoi. C'est plus que dans mes tableaux. Mes tableaux sont des accessoires là-dedans, je dirais. Mais en même temps, je m'en à Jean, parce que c'est lui notre historien d'art, que c'est quand même assez extraordinaire, enfin étonnant, je ne vais pas trop vous tirer les pompes, mais d'un artiste reconnu qui a cette démarche. Je vois pas dans l'histoire de l'art. Non, honnêtement. Alors, quand même, vous savez, moi, ce que je repère dans le XXe siècle, si on prend le XXe siècle, donc on peut bien à peine de sortir, il y a des expériences justement tout à fait extraordinaires. Le côté iconoclaste du XXe siècle, qui commence avec les dadaïstes, les surréalistes, ça donne des artistes très libérés, comme aussi bien Duchamp que Picasso que Matisse, etc. Donc ça donne les piliers des artistes de l'art contemporain, mais cet esprit qui va s'ouvrir, cet esprit d'avant-garde, va avoir un défaut. Les qualités vont se retourner en défaut, c'est-à-dire c'est comme un explorateur qui avance dans la jungle, il avance tout seul et puis la civilisation elle reste derrière, c'est-à-dire ce côté aventurier de l'art fait qu'ils sont devenus très isolés. Quand on voit l'œuvre de Duchamp, c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre. Donc l'avant-garde au XXIe siècle serait un peu un piège. Autant l'avant-garde, ce côté d'invention comme ça, iconoclaste du XXe siècle, qui était formidable parce que c'était ouvrir l'esprit comme ça. Et nous, d'ailleurs, à la source, avec les ateliers d'enfants, on en profite bien de cette. Mais ça devient presque ça un classicisme, c'est quasiment un académisme de prendre cette tasse et de dire voilà, ça c'est une œuvre d'art parce que je la regarde. Ça, au XXe siècle, c'est courageux de dire ça. Au XXIe siècle, ça sera complètement académique.
académie. Alors, ce que je retiens du XXe siècle, c'est cette aventure, pour répondre à votre question, c'est cette histoire du Bauhaus. C'est-à-dire, vous avez eu toute une génération d'artistes comme Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schleimer et tant d'autres, et puis des architectes, Walter Gropius, les autres, et puis tous les arts appliqués. C'est-à-dire, ce Bauhaus, c'est l'art dans la cité. C'est-à-dire, contrairement aux dadaïstes qui se faisaient plaisir entre eux, et ils avaient raison, pourquoi on ne ferait pas plaisir entre eux, mais il y avait d'autres artistes qui, évidemment, c'est très lié à l'architecture, parce que par définition, un architecte s'adresse à la cité, et donc que ce soit les sculpteurs ou le théâtre, tout d'un coup devient vraiment un outil pour les artistes, et il y a, chaque artiste a sa spécificité, l'architecte, l'homme de théâtre, le danseur, le peintre, tout ça, chacun dans sa discipline, les arts appliqués, le vitrail, la porcelaine, tout ça, des choses qui font la cité, c'est-à-dire où le sculpteur s'implique dans la cité, etc., etc. Donc là, on revient. Alors à ce niveau-là, je dirais que la source, pour moi, je dirais que pour moi le Bauhaus est un modèle pour la source. De loin, hein, on est loin du Bauhaus, parce qu'il y avait vraiment des mais c'est le même esprit. En tous les cas, il y a un peu l'idée de l'art dans la cité, c'est-à-dire ce que les artistes sont capables de faire, et d'ailleurs il y a plus de 100 artistes qui sont passés à la source, des jeunes, des parrains, hein, et des bons, toutes disciplines confondues, et puis je vous dis aussi bien un homme de théâtre qu'un musicien, là petit à petit on développe la musique, et bien tout ceci porte comme ça les ateliers avec les enfants dans une même aventure. Voilà. Le Bauhaus pour les enfants. Oui, parce que c'est ça la différence fondamentale, c'est que c'était des jeunes gens, alors que là, à la source, vous intéressez vraiment. C'est-à-dire qu'au Bauhaus, c'est vrai qu'au Bauhaus, les étudiants étaient déjà des adultes en fait, qui veulent devenir des professionnels. Nous, le but, c'est pas de faire en sorte que les enfants deviennent des professionnels de l'art, mais de vivre le fait que l'art l'art et la culture sont une nécessité pour l'équilibre d'une société comme d'un individu. Un enfant bien équilibré par ses parents reçoit une éducation qui passe par la culture qui est déjà abordée à l'école, mais qui d'ailleurs je dirais que souvent même les professeurs sont incultes, donc ça pose des problèmes, et d'ailleurs nous à la source, nos difficultés sont que souvent les éducateurs, n'étant pas du tout informés sur l'art contemporain, voient ça souvent avec mépris ou méfiance, parce qu'ils se disent que c'est un outil qu'ils ne connaissent pas. Et tout d'un coup, vous avez quelques éducateurs qui, comme par hasard, dans leur parcours, ont fait l'histoire de l'art, et comme par hasard, ces éducateurs-là sont tout à fait prêts à travailler avec nous, parce que l'art les rassure, l'art leur pose pas de problème. C'est assez amusant quand même. Après, je vais arrêter de papoter, mais en même temps, vous vous adressez à des enfants de milieux particulièrement défavorisés, et ça aussi c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'il y a eu des écoles, il y a eu des choses, mais qui s'adressaient à des classes plus favorisées, sans faire d'ostracisme vis-à-vis de l'un ou de l'autre. C'est la grande différence, je trouve, avec le Bauhaus, c'est la dimension sociale, c'est quand même très important. Oui. Et en milieu rural. Plutôt que de répondre à des jeunes gens qui ont répondu à une vocation, on va chercher, en fait, c'est quand même, je trouve que c'est... Voilà. Oui, ça fait une différence. Le tout, pour moi, c'est une question du devoir, si vous voulez. C'est pas une question de choix, c'est...
qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie quand on est sur Terre. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis peintre et sculpteur. Est-ce que je dois me contenter, dans le meilleur des cas, d'avoir un tableau dans un musée ou sur le mur au-dessus d'une cheminée chez un bon collectionneur? Est-ce que ça suffit, ou est-ce que je peux attendre plus de ma propre vie? C'est ça. Donc oui, je peux bien. Et tant mieux si la toile qui est exposée dans un musée peut me servir à quelque chose, mais plus que en fait, je suis plus exigeant, que la destination de la peinture. Pour moi, encore une fois, la peinture est un outil pour moi-même, pour me servir à quelque chose de plus costaud que ça, et de jouer ce que j'attends de la vie, c'est-à-dire moi avec les autres, quoi, c'est-à-dire ce que je peux faire avec les autres. Pour moi, vous savez, je m'intéresse beaucoup à la métaphysique, mais la métaphysique, c'est ça. Il y a un grand maître du Talmud qui a dit les problèmes matériels d'autrui sont mes problèmes métaphysiques, sont mes problèmes spirituels. Moi, ça me suffit comme métaphysique. Et vous le pratiquez. Si, enfin, j'essaye, mais il y a beaucoup de choses à faire. Parce que je n'ai pas de mémoire de beaucoup d'artistes. C'est-à-dire qu'au contraire de générer de la frustration par rapport à votre travail personnel, on sent que ça régénère, et puis que oui, c'est-à-dire que l'avantage dans tout ça, c'est que la peinture n'a pas beaucoup d'importance finalement, à part le fait, on s'en fout un petit peu. C'est pas très drôle. Non, il y a vivre tout simplement est plus important que. Je me couperai jamais une oreille pour un tableau. Enfin, tous les cas. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup d'artistes pour. Non, oui, malheureusement, les artistes. Rigolent pas beaucoup avec ça. Non, les artistes, c'est plus moi, mon nombril, mon ego, plutôt que de. Ah, c'est là aussi la différence. Vous savez, j'ai toujours, moi, j'essaie de voir les personnes par exemple, non pas comme modèle, mais tout simplement de constater quelles sont les personnes qui, je trouve, qui sont le plus repérables, moi, ce que je trouve de formidable dans le personnage de Gandhi, par exemple, si on prend les grands des grands, ce que je trouve de formidable dans le personnage de Gandhi, c'est que pour être ce qu'il a été, il fallait qu'il se débarrasse de problèmes personnels. C'est parce que s'il est disponible à un pays entier, c'est parce qu'il a résolu ses problèmes personnels. Et souvent les artistes sont des gens qui ont des problèmes, et si vous voyez un artiste justement qui est dans le moi, c'est parce qu'il est noyé dans ses difficultés, il n'arrive pas à se sortir de lui. Il fait son œuvre justement pour essayer de s'adresser aux autres, de sortir de lui-même. Souvent c'est ça, et c'est ça l'angoisse de l'artiste, à pas pouvoir sortir de lui-même. Mais le but à atteindre, c'est en effet de sortir de soi-même pour vivre avec les autres, ça c'est sûr.
C'était Jeux interdits, interprété par Nassisso Yepes. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel à 135e. Et tout de suite, la fin de l'entretien avec Gérard Garouste. Là, je vais vous taquiner un peu. Parce que vous dites à un moment dans votre livre que le venin de l'Église, enfin, etc. Et que même si on affirme qu'on est athée, c'est difficile de s'en débarrasser. Et je ne veux pas dire que vous êtes religieux, mais je veux dire que quand même, vous avez une sorte de regard sur les autres, sur la vie, qui fait penser un peu, mais de loin, parce que vous venez pas de Froc, qui fait penser, il y a quand même ce côté un peu évangélique. Alors non, je crois pas du tout chrétien, franchement non. Parce que vous savez, l'idée de croyance, je crois pas, pour moi c'est un problème catho. Il y a dans d'autres religions, comme l'hindouisme ou le judaïsme, les autres religions je connais pas, mais dans l'hindouisme ou le judaïsme, on ne se pose pas la question de croire ou de pas croire, à la limite. On raisonne. Par exemple, si vous lisez la Bible juive, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Tanakh, et à tort l'Ancien Testament, il n'y a pas plus d'Ancien que de Testament, il y a un état d'esprit, ce livre fonctionne exactement comme une énoncé, comme une démonstration mathématique. C'est quand on ne sait rien, eh bien, on nomme l'inconnu X et on raisonne avec X. Eh bien, vous lisez la Bible, non pas en croyant quoi que ce soit. D'ailleurs, ce livre, une fois que vous l'avez lu, vous savez pas plus que quand vous l'avez commencé. C'est pas un livre de preuves, contrairement à ce que pensent les chrétiens. C'est pour ça qu'ils s'en réfèrent toujours. Ils veulent toujours des preuves, mais il y en a jamais eu. Et donc, il y a simplement une démonstration mathématique où l'inconnu ne s'appelle plus X, mais un tétragramme, I, T, V, et puis voilà. Mais c'est une démonstration qui ne passe pas par la croyance. Quand vous me dites, mais vous, on sent bien que vous... Non, je vais vous dire un truc. Moi-même, je m'intéresse beaucoup, je vous l'ai dit, à la métaphysique. Enfin, j'aime pas ce mot, parce que finalement, la métaphysique, c'est très connoté par rapport à une époque. Et en parlant avec quelqu'un qui déteste les religions et qui en même temps que je connais bien, c'est Michel Onfray, je lui disais que j'aimais pas le mot métaphysique et il me dit non mais tel qu'on parle c'est un sujet, ton sujet est ontologique. Alors, pour moi ontologie c'est un mot très savant, ça me va pas, c'est parfait. Mais ontologie, alors il m'a dit tout simplement ça veut dire la science de l'être. Bon bah c'est très bien, ça me va. Cette science de l'être, mais simplement, moi, je vous raconterai une petite histoire qui est ma métaphysique, en tous les cas, et qui est une petite histoire kabbaliste, qui m'a été racontée par quelqu'un, par un ami, Jean-Michel Ribes, qui n'est pas du tout kabbaliste, mais en tous les cas, cette petite histoire est kabbaliste, c'est l'histoire, je crois que je la raconte, il me semble que je la raconte dans ce livre, justement, c'est deux petites souris qui tombent dans un bol de lait, il y en a une qui est un peu consciente de la situation, parce que elle glisse sur les parois du bol, parce qu'elle n'arrive pas à sortir du bol de lait, elle glisse sur les parois, il y en a une qui est très intelligente et qui dit, bon, on n'arrivera jamais à s'en sortir, donc elle abandonne et elle se noie, l'autre qui est complètement convaincue comme ça, de rien d'ailleurs, elle continue à barboter avec ses pattes, s'agiter comme une malade, et au bout d'un moment, le beurre se transforme en lait, le lait se transforme en beurre, et donc une fois que c'est du beurre, elle peut sauter au-delà du bol. Eh bien, le lait n'a pas encore devenu du beurre, mais je suis dans cette tentative avec cet optimisme-là. Pas plus, ni plus ni moins. Mais le reste, vous savez, moi en plus, c'est vrai que j'ai vu Dieu et le diable, mais quand je l'ai vu, le lendemain, j'étais enfermé dans un hôpital psychiatrique. Alors, donc, c'est pas vraiment une preuve. Mais sinon, je l'ai vu en chair et en os, quand même. C'est assez drôle. Je trouve pas ça très drôle. Je crois que, évidemment, je crois que quand on vit une crise,
il y a en effet deux solutions. Où on ne sort pas de cette crise et on coule, ou si on en sort d'une crise, on en sort avec un acquis quelque part, je crois. C'est comme quelqu'un qui a une grave maladie, pendant le temps qu'il est gravement malade, c'est franchement, il y a de quoi remettre le monde en question. Il doit vraiment essayer de trouver l'essentiel. Alors, mais si cette grave maladie est si grave qu'il en meurt, c'est terminé. Par contre, s'il s'en sort, il aura plus le même état d'esprit que comme il était avant d'être malade. C'est-à-dire, il aura un peu de distance par rapport aux choses. Alors, je crois que j'ai vécu des choses un peu dures dans ma vie, et donc j'ai acquis peut-être un petit peu de distance, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de distance. Et donc, en effet, je suis un peu disponible pour les enfants, par exemple. Un peu. C'est un doux euphémisme. Non, parce que c'est ça qui nous a... Enfin, hors votre œuvre, il y a des gens plus savants qui peuvent en discuter, mais hors votre œuvre, c'est que pour nous, cette aventure de la source, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, mais pas dans l'histoire de l'art, en tout cas, parce que ça s'inscrit dans l'histoire de l'art. Bien sûr. C'est complètement... oui. C'est comme comment on appelle ça, quelque chose qui tombe dessus, là, tu vois, sans qu'on l'ait prémédité, attendu, c'est quelque chose... Et je crois que c'est ça, c'est dans votre évolution, dans ce que vous racontez, dans ce que vous peignez, dans ce que vous nous dites ce matin, c'est vraiment un moment important pour justement les gens qui se sentent un petit peu sensibles à la création, etc. Parce que c'est quand même, il y a quand même là-dedans le ferment, ce que vous tentez d'expliquer, ce que vous expliquez aussi dans ce livre, c'est qu'on est, et quand vous dites j'aimerais peindre maintenant pour les enfants, c'est quand même quelque chose de tellement inattendu. Voilà, on pourrait penser que là, l'art prend une direction tout à fait nouvelle, et qu'il peut appeler des jeunes créateurs ou des moins jeunes à prendre aussi ce chemin pour aller vers changer le cours de l'histoire de l'art. Vous voyez, dans une période de décadence, on dit il n'y a plus rien, etc. Ouais. Moi, je crois que là, il y a quelque chose. Là, à ce niveau-là, je suis d'accord avec vous, parce que le hasard des choses fait que le XXe siècle a été très productif et a créé, à profit, ce qui s'énonçait au XIXe siècle, avec des artistes comme Van Gogh, ou début XXe, comme ça, tous ces artistes impressionnistes, qui commencent où les prémices de l'avant-garde telle qu'elle va s'épanouir au XXe siècle sont en train de se définir. Le XXe siècle, avec cette notion d'avant-garde, est une chose très très distincte de ce qu'on va appeler l'art moderne. Il y a l'art moderne, puis il y a l'avant-garde, et on est au XXe siècle maintenant, et là, si on continue sur le même registre que le XXe siècle, alors là, on tombe dans un académisme, dans l'art pompier. C'est même plus de l'académisme, parce que j'aime bien à la limite l'académisme, mais on tombe dans l'art pompier, c'est-à-dire répéter, d'aller dans le sens du poil. Quand un artiste commence à aller dans le sens du poil, c'est que c'est plus un artiste, c'est un copiste, je sais pas comment on peut appeler ça, mais un praticien, voilà. Donc aujourd'hui, c'est très facile d'aller dans le sens du poil, puisqu'il y a une reconnaissance aux 20h, au journal télévisé de 20h, d'un artiste d'avant-garde tel que c'est le petit-fils de Marcel Duchamp, et c'est seulement maintenant qu'il passe aux 20h. Mais Marcel Duchamp, qui est un grand artiste, c'est 1911, le Grand Verre, les Ready-Made 1911, donc il y a un siècle. Donc très bien, il faut, c'est normal qu'on ait on est toujours influencé par ses pairs, mais pour moi, si j'aime autant Marcel Duchamp, c'est pour faire exactement le contraire de ce qu'il me dit, dans la bonne relation d'un père et d'un fils, parce que le fils qui fait exactement comme le père, c'est peut-être pas la meilleure manière de vivre bien sa vie, je sais pas.
Oui, il y a un certain nombre d'artistes contemporains qui sont des académiciens. Ça, Donc, non, mais c'est ce que vous évoquez. Ceux qui sont starisés, notamment. Au début de votre livre, dans votre jeunesse, vous dites clairement que vous vous inscrivez contre, que vous ne voulez pas, enfin, vous prenez tout ce qui existe pour aller ailleurs. Voilà. Oui, je crois, me souvenir que je prends l'exemple de prendre le train en marche. Il y a deux catégories d'artistes. Il y a ceux qui prennent le train en marche, et puis ceux qui disent, non. Je veux être, alors c'est peut-être mégalo, j'en sais rien, mais je veux être une locomotive d'un autre train, ou je sais pas quoi, mais alors c'est casse-gueule, parce que il n'y a pas encore de wagon. Une locomotive sans wagon, c'est pas un train, c'est un électron libre, je sais pas comment on peut appeler ça. Tout à fait, et je crois que le début de votre livre, avec votre jeunesse rebelle, pour dire les choses simplement, il y a quand même, et où vous êtes arrivé aujourd'hui, il y a une espèce de continuité extraordinaire. Et on l'a bien ressenti tous les trois en lisant vos bouquins, malgré tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve, etc., il y a quand même cette espèce de chemin qui bouge pas, qui est arrivé aujourd'hui à la source, et à ce que ça implique pour l'avenir de l'art. Je crois, en tous les cas, je vous l'ai dit, l'avenir de l'art n'est pas mon souci principal. Non, mais pratiquer. Mais de commencer à sentir une orientation des choses, oui, ça, je crois commencer à distinguer ce qu'il y a de plus important. Mais c'est difficile de s'en approcher, hein, mais je repère un petit peu si vous savez que dans certaines expositions, j'ai privilégié l'âne. J'ai vraiment, d'abord parce qu'il a une place assez étrange dans le Talmud, entre autres. Vous savez, moi, du Talmud, c'est la dimension, là encore, de conte de fées, c'est-à-dire la dimension, une espèce de Talmud est surtout basé sur des histoires assez surréalistes pour en arriver à un trait de philosophie, un trait de morale, comme une éthique, mais une éthique qui passe par des histoires à dormir debout. Bon. Et donc dans celle-là, il y a et puis beaucoup de métaphores, comme l'idée principale, c'est que comme ça passe pas par les mots, il faut dire beaucoup de choses autour pour suggérer l'essentiel, et l'essentiel, on se le découvre de l'intérieur soi-même. Ça peut pas être dit, ça peut être ressenti. C'est comme transmettre un secret. Si à partir du moment où vous transmettez si vous dites un secret, c'est plus un secret puisque vous le dites. Donc, de faire découvrir à l'autre un secret, c'est une manière de tout lui dire, sauf le secret, pour qu'il le découvre lui-même. Bon, c'est un petit peu bien. Eh bien, entre autres, des passages sur l'âne et l'ânesse. Et puis les allusions, et puis toutes ces références bibliques, et puis les moules eux-mêmes. Eh bien, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était l'âne. On dit toujours que dans la montagne, il faut toujours suivre le chemin d'un âne, parce que pour aller en haut d'une montagne, le chemin de l'âne qui est chargé, qui s'est fait lui-même, c'est pas le chemin le plus court, mais c'est le chemin le plus sûr pour arriver là-haut, parce que c'est le chemin où on se fatigue le moins et on est sûr d'arriver au bout. Et ça passe par des passages plus ou moins compliqués, mais en tous les cas, c'est le chemin le plus sûr pour se fatiguer le moins possible. Et ça me fait sérieusement, il y a des images comme ça que j'aime beaucoup, comme celle du labyrinthe de Villard de Honnecourt dans la cathédrale de Chartres, où c'est pas un labyrinthe où on se perd. Curieusement, c'est un labyrinthe, bien qu'à l'origine, au milieu, il y avait le Minotaure, donc le labyrinthe du Minotaure, c'est un labyrinthe où on est censé se perdre, et la seule manière de s'en évader, c'était Dédale qui avait pu s'envoler, c'est-à-dire une vue verticale des choses comme ça. Le labyrinthe de Villard de Honnecourt, c'est entre le moment où vous entrez dans le labyrinthe et son centre, eh bien, ça couvre toute la surface du labyrinthe, qui est un cercle, et c'est au contraire le chemin le plus long pour aller de l'entrée jusqu'au cœur du labyrinthe,
c'est un dessin qui est un fil qui est le plus long possible. Et c'est un peu l'image d'une vie bien remplie, c'est-à-dire dans une vie, entre votre naissance et votre mort, quelle que soit cette longueur, à vous de faire en sorte que ce soit le plus rempli possible. D'où le fait que si je me disais qu'il n'y avait que la peinture, j'aurais l'impression de passer à côté de l'essentiel. Voilà mon sentiment. Bien. Je pense. Merci infiniment. Merci. Alors, vous venez d'écouter Ruth Ruin, un chant yiddish qui s'intitule Papir is Dog Weiß. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 135e. On veut, toute l'équipe, Piquet-Cou, Jean et moi, saluer Gérard Garousse qui nous a reçus très simplement, qui nous a pas fait le numéro du grand artiste, et pour ça on en éprouve une certaine gratitude. Non, absolument, pourquoi pas le dire. Bien sûr, tout à fait. C'était quand même étonnant dans ma vie d'artiste, enfin, si je peux me qualifier comme ça. J'ai toujours, évidemment, comme quand j'étais très jeune, rêvé de rencontrer Picasso, de rencontrer des gens comme ça. Je n'ai jamais osé. Je me demandais toujours comment on pouvait aborder ces gens-là. Et ben là, maintenant, je sais. Mais enfin, et on a peut-être eu la chance de rencontrer quelqu'un particulièrement, comment on pourrait dire ça, mon Jean, quelqu'un qui se la joue pas, vous avez pu l'entendre, qui a une vision de la peinture qui est quand même très particulière. Oui, c'est vrai. Ouais. Et une peinture, Jean la qualifie de peinture tripative, en opposition à la peinture cérébrale, voilà. C'est le grand sujet, ou intellectualisée. Ouais. Et c'est une peinture cultivée en même temps, très cultivée. Ouais. Attention, il faut pas confondre. Non. Et puis effectivement, ces empattements, ces glacis, qui sont des techniques assez traditionnelles
traditionnels dans la peinture, mais lui les exploite d'une manière assez magnifique, je dois dire. La galerie Templon, où a eu lieu sa dernière exposition, j'ai pu approcher de près ses œuvres, et si parfois les sujets sont un petit peu difficiles, un peu bouleversants, un peu trop, par contre sa peinture, elle peut l'être aussi, mais d'une manière moins agressive. Voilà. Et puis, je précise aussi, pour ceux qui s'interrogent, que la vie d'artiste de Robert, c'est pas plus de 82 ans depuis sa sortie du séminaire. Bon. Voilà. Allez, un costard pour l'hiver. Parce que j'ai l'impression qu'il s'annonce, là. Ouais, ça y est, il démarre enfin. Ah ouais? Ouais. Et tout de suite, la mini-tube de luminance de Raymond Lascience, c'est une de ses dernières plaisanteries. Et de Roro XXL. Et de Roro XXL. Concernant, alors, une émission, hier, j'écoutais le Radio Libertaire, oui, ça m'arrive de temps en temps, et les enfants de Cayenne, qui ont raconté une drôle d'histoire qui se passe, je suppose, en Amérique du Sud, mais je suis pas très fort pour retenir les lieux, les dates, etc. En Amérique du Sud, dans une petite ville, avec une industrie dans cette petite ville qui, comme au 19e siècle en France, c'est elle qui construit, qui gère la ville, en fin de compte, qui construit les logements, etc. Et cette entreprise allouait à ses employés tous les ans, lors de la fin de l'année, comme ici Noël ou jour de l'an, 1 kilo de viande à tous ces ouvriers. 1 kilo de viande, vous imaginez, en France, 1 kilo de viande, ça devait pas être du gigot ni du rumsteak, ça devait être de la viande ordinaire, 1 kilo, et décide, comme ça, brutalement, de supprimer, donc, on peut dire ce cadeau qu'elle faisait à ses ouvriers à la fin de l'année. Quand les ouvriers ont appris ça, pas d'accord du tout, ils ont dit, ils ont informé la direction que si le 30 décembre, effectivement, ils mettaient en œuvre cette suppression, que ça allait chauffer. Les syndicats ont essayé de raisonner ces employés. Ils y sont pas arrivés. Ils ont failli se faire lyncher même. Et effectivement, le 30 décembre, l'entreprise, le deal, c'était qu'elle allait leur verser cette espèce de prime, mais qu'elle allait le confondre avec leur paye, c'est-à-dire que ça serait dans la paye. Voilà. Et alors, vous imaginez, 1 kilo de viande dans la paye, ça pèse pas lourd dans la paye d'une année. Et donc, les mecs, ils se sont foutus en colère. Ils ont attaqué tous les bâtiments de leur usine. Ils ont foutu tout en l'air. Il y avait un quartier résidentiel pour les cadres de l'usine, parce que évidemment les ouvriers habitaient dans des taudis dans le reste de la ville qui appartenaient à l'entreprise. Ils ont été saccagés complètement les résidences des cadres, et les cadres avaient intérêt à se tirer parce qu'ils leur faisaient la peau. Ils ont été foutre à sac la maison du directeur de l'entreprise, qui s'était juste à temps aussi avant d'être branché, et voilà. Alors tout ça pour branché carrément. Carrément, oui, mais les mecs, ils étaient déchaînés pour 1 kilo de viande. Faut croire que 1 kilo de viande, c'est quand même important dans leur vie, quoi, tu vois. C'était peut-être une fois par an, oui. Voilà, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer à une camarade récemment, qui était pas tout à fait d'accord avec ce que je lui racontais. Mais une camarade qui ferait peut-être la même chose pour 1 kilo de légumes, non? Peut-être pire même. Et je me disais, si c'est celle à laquelle je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Et je me disais même 500 grammes peut-être. Et je me disais en mes intérieurs bouillonnants que si les gens de la société de Ferry, là, je sais pas quoi, Likins, je pense, si les gens de ces sociétés appliquaient les mêmes principes de révolte contre des choses assez iniques comme celles qui leur arrivent, avec les fausses promesses du gouvernement, avec les fausses promesses bidons de reprise par Dreyfus, qu'il emploie dans sa société, que des marins philippins avec seulement quelques officiers franchouillards. Et le consensus aussi défendu par les représentants syndicaux, il faut le dire. Tout à fait, absolument. Il me semble que si les maltraités français de l'industrie ou du commerce, peu importe, avaient un petit peu pouvaient piquer un petit peu de ce sens de la révolte de ces ouvriers d'Amérique du Sud, ce serait pas plus mal, tu vois. Parce que et aussi dans la même veine, ça découle un peu de ça en France. 2 journalistes viennent de sortir un bouquin qui s'appelle L'oligarchie des incapables, que je vous recommande.
où ils nous font la démonstration quelques petites centaines de gugus dans notre pays tiennent les manettes, se gavent un maximum sur le dos de tout le monde, et voilà, et on va voter bientôt pour que ces gens-là soient reconduits dans leurs fonctions. Alors que dans notre pays, on a 130 000 sans-abri et 8 millions de mal logés. Les gens qui sont au pouvoir et dont cette oligarchie des incapables, qui sont par contre bien logés, bien payés, n'en ont rien à battre, et ça risque pas de changer demain après les élections qu'on nous promet. Voilà mon Jean. Je crache mon venin. Et je rappelle, on l'avait déjà dit ici, qu'une quinzaine de personnes à des postes clés suffisent pour faire fonctionner une dictature. Oui, c'est toi, mon Jean, qui est... Et à un moment, j'ai flotté un petit peu devant de telles affirmations, mais je dois dire que je me suis rallié à ton panache blanc. Non, ça, j'aime. T'es quand plus tu te rallies que moi pour ça. Elle est plus léger ou plus lourd, hein, selon. Ça dépend de quel côté du manche on se trouve. En fait, Bernard, une petite revue de presse. Allez, Bernard Cazeneuve, porte-parole de François Hollande, inconnu au bataillon, mais c'est pas très important, a demandé que le rôle joué par Nicolas Sarkozy dans l'affaire Karachi soit établi et a réclamé la levée du secret défense sur l'ensemble des documents relatifs à ces contrats d'armement. Eva Joly, sur le même sujet, a jugé de son côté nécessaire et inéluctable, je la cite, que Nicolas Sarkozy soit entendu par la justice. Devant les soupçons de plus en plus lourds, Nicolas Sarkozy doit d'urgence s'expliquer devant les Français de la manière la plus précise possible sur ce qu'il faut bien nommer un système Sarkozy, a écrit du sien, de son côté, le porte-parole de Marine Le Pen, Vallerand de Saint-Just. Déjà, rien que le nom, c'est superbe. Peu de chance que ces braves gens, je mets ça entre guillemets, soient entendus. L'affaire Karachi. Ouais. Vous pouvez vous brosser. Tu veux que je te dise, Robert, plus je fréquente Nicolas Sarkozy et plus je me dis que François Mitterrand-Varior était un amateur. Un petit amateur. Une pétition intitulée « Non à la fermeture de la centrale de Fessenheim et pour l'avenir de la filière nucléaire » a été adressée aux candidats à la présidentielle 2012 par les syndicats. Décidément, ils en ratent pas une, CGT, FO, CFDT et CFE-CGC. Elle aurait déjà recueilli plus de 3000 signatures selon ses auteurs ou ses initiateurs. Je propose qu'avant de fermer quand même cette centrale pourtant bien déglinguée, on boucle sans attendre la centrale énucléée de la rue du Faubourg Saint-Honoré, tu sais, qui tourne dans le vide du matin au soir et du soir au matin, sans créer le moindre emploi ni la moindre particule d'électricité. Tu vois à quoi je fais allusion. C'est tenu par un petit moulin avant. Exactement. Selon le journal Le Parisien, François Hollande aurait qualifié, ça c'est une histoire qui date déjà un petit peu maintenant, aurait qualifié de sale mec le chef de l'État lors d'un déjeuner avec des journalistes. Des propos sortis de leur contexte, selon plusieurs participants, mais qui ont provoqué une grosse colère dans la majorité qui a exigé des excuses immédiates. Oui. Une grosse colère assez surjouée, en fait, il faut le dire, mais bon, ça, on s'en fout un peu, c'était assez pathétique. Pendant que le chômage s'envole, tu vois, la campagne s'embourbe au ras des pâquerettes, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de raison d'en soigner particulièrement plus que d'autres. Quand en finirons-nous, Robert, avec ce système présidentiel suranné, je dis ça pour être poli, qui n'attire que des égos boursouflés, tu vois, et des courtisans empressés à servir leurs moindres caprices. Je crois qu'il est vraiment temps d'en finir. Oui, l'oligarchie des incapables. Voilà. L'oligarchie des incapables, voilà. Et puis, on l'aura compris, cette présidentielle, tu vois, ce sera le roi Babar contre le roi des bobards, tu vois, si c'est tout ce qu'on a à nous proposer, il n'y a pas de quoi s'exciter. Après l'avocat des plateaux télé, de pire en pire, Arnaud Klarsfeld, tu te rappelles de son parachutage, le playboy de... Non, ne règle pas des comptes, non. Oui, enfin bon. Si tu veux mon avis personnel, t'es beaucoup plus beau que lui. Oui, merci Jean. Non, mais ça c'est... je suis désolé, vous pouvez pas le voir rougir, c'est la radio. La radio a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Oui, mon Jean. Voilà, donc après l'avocat des plateaux télé Arnaud Klarsfeld, l'UMP veut continuer son tourisme électoral, on va baptiser ça pour être gentil, comme ça, son tourisme électoral parisien, en proposant à l'homme d'affaires Charles Becbédé, le frère de l'écrivain, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, il paraît que oui.
l'investiture, enfin son investiture donc à l'UMP pour les législatives dans le 12e arrondissement de Paris donc. Oh non, l'arrondissement de ma naissance, jamais. Qui doit être, si ma culture politique est suffisante, la 8e circonscription, je crois. Enfin bon, la politique sarkozyste est quand même responsable d'1 million de chômeurs supplémentaires en moins de 5 ans. Hein. Oui, mais on apprécie d'apprendre ou de savoir qu'il y aura toujours, tu vois, du boulot pour un bec BD. Oui. Et je vois bien que Nicolas Sarkozy court après moi à ironiser l'héritière du fonds de commerce de Montretout, tu sais, du FN. Mais j'ai les jambes plus longues que lui. Et je crois par conséquent qu'il aura beaucoup de mal à me rattraper. A-t-elle ajouté, se moquant au passage, que nous ne faisons jamais ici, de la petite taille supposée du chef de l'État. Ouais. Alors, si l'on en croit, là je recoupe des infos, tu vois, si l'on en croit les éléments donnés en fait par les médecins de Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, j'ai recalculé ça plusieurs fois, il ferait donc 1m22 ou 1m23, tu vois, ce qui semble quand même peu crédible, honnêtement, Robert. Oui, quand même. Oui. Ça semble quand même peu crédible, tu vois. Oui. Mais la fille du loup aux dents de lait pourra se consoler de s'être fait piquer Jeanne d'Arc, ou le symbole Jeanne d'Arc, en la remplaçant par Jeanne Bignol. Et là, je sens que ça va te parler. Oh, oui. Tu vois qui c'est, Jeanne Bignol, hein? Non, mon Jean. Personnellement, non, mais bon, en hommage, on va dire, à toutes celles et tous ceux, tu sais, qui, dans les années 40... oui, d'accord. Entre les années 40 et 45, on va dire, se sont rendus utiles en attirant l'attention des autorités françaises ou allemandes sur les sonorités étranges du nom de certains propriétaires ou locataires des immeubles dont elle ou il avait la garde. Sinistre histoire, oui, tout à fait. Voilà, ça c'était un petit clin d'œil au passage à notre invité du jour. Il comprendra tout seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mon cher Robert. À la semaine prochaine. Eh bien, ça sera pas plus gai la semaine prochaine, je vous rassure. D'amour qui se perdent bien souvent dans ma gueule. Ceux qui demeurent sans repère, gosses de famille détruite, ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui ils passent le plus de temps, et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant, ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils s'en ont dans le froc, en provoquant l'enfer, qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Je leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal, juste des faibles et des forts, un instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle, c'est chacun pour soi et tout sur celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Viens. Tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, quitte les bancs scolaires, je t'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra. Je suis avec toi, mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le diable mène la danse. Le orphelin, je t'offrirai des sensations, des jerrycans d'adrénaline pour assouvir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, je t'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés, c'est à cœur joie que vous sombrerez dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, viens te perdre dans mon chahut. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Vous croyez où ici? Ne me rends pas fou. Hey, n'importe quoi. Non mais alors? Arrête, vous êtes de la police? Quoi? Vas-y, arrête de parler au flic. On est petit con. Franchement, pour monter en grade, c'est voltige comme but des valises. Mais non, balise pas sa tête, affûter ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi, mes enfants sont nombreux, mais même en tôle, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études, et toi tu me chantes des louanges.
franc, certains font même des raps sur moi. Pour en convaincre les indécis qui doutent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et dur à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans scrupules et sans cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le recours de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse. Viens te perdre dans mon chahut. La route t'élève et te tue. C'est pas ta mort, si tu crèves, La mort ou la prison. Laisse-moi chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux. La route t'élève et te tue. c'est pas ta mort, si tu crèves, elle aura tout. La mort ou la prison. Laisse-moi chercher ailleurs l'amour qui devrait y avoir dans tes yeux. C'était Denis Arcanac qui interprétait La mère des enfants perdus. Sur Radio Libertaire, à Racaille, et Jean tout de suite pour les expos de la semaine à voir. Absolument. Absolutely. Alors, la première, c'est Histoire d'un tableau. Hommage à Delacroix, ça c'est le tableau date de 1864 et c'est de Fontaine-la-Tour, tu connais ce tableau comme moi. Hein. Le musée Delacroix, en fait, qui est 6 rue de Fürstenberg dans le 6e arrondissement, hein, organise régulièrement comme ça autour de son fond des visites commentées. Hein. Je conseille cet exercice. Alors ça, c'est valable, ces visites-là sur ce tableau sont valables jusqu'au 19 mars 2012. Vous avez un peu de temps. Hein. Lorsque le 13 août 1863, Delacroix, qu'il admirait tant, s'éteint, Baudelaire en conçoit un véritable désespoir. Hein. D'autant que cette mort, en fait, suscite assez peu d'émotion. Hein. L'admiration que l'auteur des Fleurs du Mal portait à Delacroix témoigne en fait du respect accordé aux peintres par les artistes qui vont incarner toute la modernité dans la seconde moitié du 19e siècle. Hein. Ainsi, Fontaine-la-Tour, Henri de son prénom, réalise 1 an donc après la disparition de Delacroix. Et sans doute, on n'en est pas certain, mais à la demande de Baudelaire, hein, ce portrait collectif destiné à lui rendre hommage, enfin l'hommage qu'il n'avait pas reçu de son vivant. Hein. Autour d'un portrait du peintre, réalisé d'après une photographie prise 10 ans plus tôt, hein, la scène réunit hommes de lettres et artistes. On peut notamment reconnaître Fontaine-la-Tour lui-même en chemise blanche et la palette à la main, hein, James Whistler debout au premier plan, Édouard Manet les mains dans les poches, et bien sûr Baudelaire assis à droite, le visage quelque peu crispé. Il devait pas aimer beaucoup poser. Hein. Les critiques ne virent en fait dans ce tableau qu'un manifeste de peintre réaliste, une collection de portraits ressemblants. On reprocha au groupe son manque d'unité, c'est une critique justifiée, mais quelle importance. Hein. Son coloris brutal, son aspect statique, tu vois, photographique. Hein. Et ben, ces reproches n'empêcheront pas le tableau de devenir célèbre, hein, comme d'autres portraits de groupe de Fontaine-la-Tour d'ailleurs. Hein. Voilà, on en connaît tous plusieurs, même si les noms vous diraient pas forcément grand-chose. Breitner, pionnier de la photographie de rue, ça c'est à l'Institut néerlandais, 121 rue de Lille, 75 007 Paris, jusqu'au 22 janvier, il faut se dépêcher ça. Voilà, en collaboration avec le Rijksmuseum d'Amsterdam, hein, et pour la première fois en France, l'Institut néerlandais présente une grande rétrospective des photos que le peintre George Hendrik Breitner, hein, c'est 1857-1923, réalisa vers 1900. Breitner, en fait, est surtout connu comme peintre, hein, mais cette exposition le montre comme l'un des plus intéressants photographes de son époque, tout comme les peintres également français, hein, Bonnard, Denis, Toulouse-Lautrec ou encore Vuillard. Hein, Breitner a réalisé de nombreux instantanés de rue, ainsi que des clichés intimes au sein du cercle familial. Il photographiait beaucoup, directement et impulsivement, ce qui donne à ses photos force et modernité, je trouve. Hein. Celles-ci sont complétées par des carnets de croquis. Il y a aussi une ou plusieurs aquarelles, je me rappelle plus. Et l'appareil photo éclaboussé de peinture que Breitner utilisa intensivement. Voilà, remarquable, hein, cette expo. Remarquable. Voilà. Vous avez entendu les mecs? Remarquable. Remarquable. Institut néerlandais, et c'est jusqu'au 22 janvier. Merci mon Jean. Et tout de suite, on passe aux annonstrades de la FA. Concernant donc notre chère radio, qui a besoin de thunes pour continuer pour la maintenance justement de sa régie, de son studio. Là, on vient de réparer la table du studio, on a mis une patte neuve, vous vous rendez compte.
le budget que ça nécessite. Donc pour aider la radio à continuer à émettre dans des conditions qui soient audibles pour vous, elle met à votre dispo une carte d'auditeur à 20 € que vous pouvez trouver à la librairie Publico à Paris dans le 11e. Alors on va vous rappeler métro Bercan Fille du Calvaire aux Républiques, puisqu'on n'a pas pu l'annoncer quand Jean parle comme habituellement des livres que vous pouvez aller chercher là-bas. La deuxième œuvre plutôt, parce que c'est pas une chose, c'est une œuvre de l'AFA, c'est la librairie Publico, dont je viens d'évoquer l'adresse, enfin en tout cas les stations de métro, c'est 145 rue Amelot. La librairie Publico qui peut vous accueillir toute la semaine, du lundi au samedi, les après-midi, le samedi toute la journée, et vous pouvez trouver tous les bouquins que vous pouvez rechercher concernant évidemment l'anarchie, mais aussi des bouquins de littérature générale, des essais, philo, compagnie et poète, et puis aussi des CD, des DVD, des t-shirts, etc. Enfin, tout un petit arsenal, si on peut dire ça comme ça, que les libraires mettent à votre disposition pour un petit peu adoucir les fins de mois. Les libraires qui sont deux permanents, Laurent et Max, quand vous entrez, c'est tout de suite à droite, il y a un petit bureau, ils sont là avec leur petit ordinateur, et ils vous font un grand sourire, et vous pouvez vraiment les exploiter un maximum. Ils sont tout à fait à votre disposition pour vous aider à faire vos choix ou à ce que vous ayez des informations à leur demander sur ce que peut bien être l'anarchie. Et puis le magazine de la Fédération anarchiste, Le Monde Libertaire, qui paraît tous les mardis, que vous pouvez trouver aussi en dépôt de presse à la librairie Publico ou dans quelques kiosques de la capitale. Un magazine où vous trouvez des textes de fond, des textes un peu plus d'actu, des cartoons assez vivifiants. et que pour une somme assez modique, 2 € et quelques, je crois, bien parce que je suis abonné, je suis moins au courant du tarif qui est appliqué en kiosque ou à la librairie Publico, et auquel vous pouvez vous abonner aussi lorsque vous passez à la librairie Publico pour prendre votre carte auditeur. Voilà, j'ai fait le tour. On vous fait des gros poutous à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Salut. Salut à tous. Au revoir, et on va terminer par une musique klezmer interprétée par le duo Pello Cugno.